le président Bouniaï pour cette vision. Parce que vous avez entendu tout à l'heure, en recevant le président de la BEAD, on a parlé des fonds mobilisés pour la TNT. C'est dans ce cadre-là que l'ORTB va bénéficier d'une troisième chaîne. Et bien, donc, voilà un peu les bouleversements. Et si c'est comme ça, qu'est-ce qui va se passer à l'interne? Nous avons certainement aujourd'hui un organigramme qui ne sera pas du tout le même. Nous avons qui devient caduque. Qui devient caduque. Il y a des structures qui vont partir, il y a des directions qui vont partir, il y a des directions qui vont naître par nécessité. Parce que si vous avez 3 télévisions, vous n'avez plus une seule télévision. Nous aurons plusieurs radios. D'ailleurs, on en a le 7 mars prochain. Nous allons lancer la chaîne de développement qui est une radio aussi, Béné Alafia. Donc il y a un certain nombre de rendez-vous qui existent déjà et qui vont consacrer, n'est-ce pas, le bouleversement attendu dans le cadre du passage à la TNT. Je voudrais maintenant vous laisser partir en vous demandant de répondre par un seul mot à ma dernière question. À quel directeur général avons-nous affaire aujourd'hui à la veille de cet événement? Inquiet ou serein? Non, pas du tout. Vous savez, je crois que nous sommes des gens bien organisés. Nous sommes des professionnels. Nous savons ce que nous devons faire. Nous avons une équipe nous avons une équipe pluridisciplinaire qui nous entoure. Nous avons des hommes et des femmes dans cette maison à l'ORTB, des techniciens, des journalistes, des personnels de l'administration qui sont des personnes bien formées et qui, pendant ce temps, ont pris le temps de savoir, de connaître, de savoir où est-ce que nous allons avec l'ORTB. Donc, nous ne sommes pas inquiets. Vous avez des raisons d'être voilà, la preuve, si on était inquiet, on n'allait pas organiser le workshop là, parce que, voyez-vous, c'est sur nos fonds propres. Nous n'avons pas demandé à une structure de nous aider. Donc, c'est l'ORTB même qui reste dans sa tireline, qui casse sa tireline et qui dit, bon voilà, nous allons faire des réflexions, nous allons faire cette réflexion, nous invitons des gens. Donc, nous sommes sereins, mais il faudrait que nous puissions lancer un appel à nos collègues, au personnel de l'ORTB. C'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait que nous puissions quitter notre stade de fonctionnaires. Nous sommes des fonctionnaires, il faut avouer, mais nous ne devons pas continuer d'être fonctionnaires à l'avènement de la TNT. Nous devons également... Quel esprit nouveau faut-il? L'esprit nouveau. L'esprit, comme l'a dit quelqu'un, nous devons avoir les pieds dans le passé, mais la tête dans le numérique. C'est-à-dire nous devons réfléchir maintenant, nous devons réfléchir, nous devons être proactifs. C'est ça qu'on attend de nous. Mais je crois que si nous faisons tout ça, nous allons améliorer nos prestations. Eh bien, aujourd'hui, c'est vrai que on nous reproche beaucoup de choses, mais il faut avouer, Christian, quand on parle de défis, on parle surtout de production. Voyez-vous, si on parle de production, c'est qu'on parle d'argent. L'ORTB aujourd'hui, l'ORTB aujourd'hui n'a pas l'argent pour faire de la production. Et d'ailleurs, nous avons une communication qui va parler, que le projet Ayou va développer sur les types de sociétés que nous avons. Est-ce que l'ORTB va continuer de rester dans cette forme? Service public qui attend tout de l'État. Ou alors est-ce qu'il faudra prospecter de nouvelles pistes de tout à fait. Donc voilà, il y a ces réflexions-là qui seront mises sur la table. Et je crois que sans être trop optimiste, sans faire preuve d'optimisme débordement, je pense que le personnel de l'ORTB est prêt. Nous, la direction générale, nous sommes prêts de toute façon. Nous allons travailler pour que tout ça, ça se passe dans un esprit, je crois que dans un esprit de gaillard. Et merci bien, monsieur le directeur général. Je voudrais remercier. Je crois que vous êtes allé au-delà du temps habituellement. Non, je voudrais remercier surtout les amis de CFI et qui nous ont dépêché un expert et qui va revisiter un peu les défis du service public avec l'avènement de la tête et qui va nous parler de l'expérience française dans ce domaine. Je crois que c'était quand même le lieu de remercier nos partenaires du CFI qui nous accompagnent également au cours de ces séminaires et que je tiens à remercier à travers votre plateau. Merci bien, monsieur le directeur général. Vous le savez, l'organisation des prochaines élections focalise l'attention des Béninois et c'est justement le sujet qui va suivre. La Commission électorale nationale autonome mise sur l'accompagnement des partis et alliances politiques pour réussir sa mission. Les membres de la Sénat ont eu aujourd'hui une séance de travail avec les représentants des partis politiques. Prévert Noutéou constate que la séance est axée sur l'organisation des législatives. C'était au Champ d'Oiseau à Cotonou. Premier face-à-face entre membres de la Sénat et partis et alliances politiques, l'organe chargé des élections veut d'emblée s'adjuger le soutien des acteurs politiques. À la Sénat,
nous avons besoin de votre soutien. À la Sénat, nous avons besoin de la confiance que vous allez placer en nous, parce que c'est votre soutien et c'est votre confiance qui vont nous permettre de mener à bon port. Mais par ces temps d'effervescence au sein des états-majors politiques, où les esprits sont tournés vers la confection des listes, il est peu probable que l'exercice enregistre grand monde. Environ une quinzaine de représentants de partis ou alliances ont fait acte de présence. La Sénat, elle, semble très avancée dans ses préparatifs. Plusieurs documents ont été déjà adoptés par les commissaires à la plénière. Le calendrier électoral est déjà adopté. L'ouverture de la campagne électorale est fixée au 10 avril et s'achève le 24 avril. Et vérifiez que le dossier que vous allez déposer à la Sénat est bien complet. Que les déclarations sont en double exemplaire, que les titulaires et les suppléants sont au nombre de 83 et que les pièces requises sont au nombre. À l'exercice d'explication de la méthode de calcul du suffrage, conformément au code électoral. Cette première prise de contact de la Sénat avec les acteurs politiques est un préalable à une bonne organisation des législatives du 26 avril prochain. L'actualité à la Sénat, c'est aussi cette visite du ministre de l'économie et des finances. Komi Kouché s'est entretenu hier avec le président de cette institution sur les préparatifs des élections municipales et législatives. Retrouvons Awa Chérif au siège de la Sénat. Le ministre des Finances dans les locaux de la Sénat pour voir les choses de plus près. Les élections pointent à l'horizon. Komi Kouché veut se rendre compte du niveau des préparatifs et des détails financiers. Le gouvernement n'entend pas faillir à sa mission qui se décline en 3 points majeurs: le financement, la sécurisation des opérations et puis la convocation du corps électoral. Cette fois-ci, la Cour constitutionnelle a déjà aidé à fixer les dates. Pour ce qui concerne le financement, nous essayons de tout faire pour que nous ne puissions pas faillir. Et c'est dans cette dynamique que le chef de l'État nous a instruit à faire en sorte que nous puissions rendre visite aux structures qui sont impliquées dans l'organisation des élections et de nous assurer que tout est en ordre, tout est mis en orchestre pour que ces dates qui sont annoncées, les choses se passent comme cela se doit. Nous avons commencé par la Sénat, qui est la plateforme de l'organisation de nos élections. Et laissez-moi vous dire que, avec satisfaction, depuis que cette Sénat est installée, nous travaillons dans une compréhension totale. Une mission des hommes, des moyens et l'occasion fait le larron. Le président de la Sénat profite pour exprimer des doléances. Nous avons échangé sur un certain nombre de préoccupations liées aux conditions les plus efficaces pour que l'organisation de ces élections se fasse dans la célérité, dans l'efficacité, dans la transparence. Et je pense que nous avons travaillé jusqu'ici en bonne intelligence avec le ministre des Finances et ses cadres. Nous avons pu à chaque fois aboutir à un consensus. Et encore une fois, je pense que le même consensus va prévaloir pour que vraiment la mission qui nous est assignée à la fois au gouvernement et à la Sénat, que cette mission-là puisse réellement être un succès. La Sénat travaille d'arrache-pied donc pour remplir sa part de responsabilité. Elle ne veut visiblement pas faillir à sa mission, à savoir l'organisation des élections. Bientôt une nouvelle alliance de partis et mouvements sur la scène politique. Il s'agit de l'Alliance Éclaireur. Les membres fondateurs ont annoncé à la presse que la sortie officielle de l'Alliance est prévue pour le 20 février prochain. Ils ont aussi précisé leur ambition au micro de Enoch Rumpati. Cette alliance est née pour prendre le pouvoir et assumer ses responsabilités entières. Notre alliance vient justement pour combler des vides, pour compléter ce qui est fait et améliorer ce qui est attendu pour le peuple béninois. Il s'agit donc d'un groupe d'acteurs politiques conscients de ses responsabilités historiques et qui,
À l'approche des grandes échéances de 2015 et de 2016, a décidé de prendre en main ses destinées et de les assumer. Tous les acteurs qui se sont retrouvés pour faire ce travail et mettre en place la nouvelle alliance L'Éclaireur appartiennent à la mouvance présidentielle actuelle. Le parti PDPS, parti PRSP, la nouvelle alliance pour le développement, le FACEN, le PISAD, le MSD, le PDW, au total une dizaine de partis politiques, une trentaine de mouvements politiques. Il y en a d'autres que je vous laisserai l'occasion de découvrir à l'occasion de la sortie officielle de cette nouvelle alliance L'Éclaireur vendredi prochain. Dans l'actualité politique encore, Gilles Dansou nous attend à Glazoué pour l'installation officielle des membres de la coordination départementale et communale de l'AND, c'est l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement. C'était dimanche dernier dans l'ambiance que voici. Voici les membres de la coordination départementale et communale de l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement dans la 10e circonscription électorale. Glazoué, Sabé, Ouessé. Leur mission, propager les idéaux de ce regroupement politique dans les hameaux les plus reculés de ces 3 communes. Jeunes, femmes, sages, toutes les couches sociales étaient représentées à cette cérémonie d'installation. Le président du comité d'organisation à l'entame de la cérémonie. Le passé est passé. Le présent nous tourmente. Ce qui devrait nous préoccuper désormais, c'est ce que sera le Bénin de demain. Cessons donc de glorifier ce qui est déjà condamné par le temps. L'autre temps fort est la présence remarquable du président du Rassemblement du peuple pour le développement et l'unité. Le Rassemblement du peuple pour le développement et l'unité, RPDU, se voit aller en alliance avec l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement AND pour lever certaines inquiétudes de la population de la 10e circonscription électorale de notre pays et pour compter sur le dynamisme de son leader charismatique, je veux citer l'honorable Valentin Aditi Houdé. Valentin Aditi Houdé, après une analyse critique de la situation socio-politique de notre pays, lance un appel à la mobilisation. Je sais que vous êtes curieux de connaître la dimension réelle de notre alliance depuis notre dernière sortie de Semepoudi. Nombreuses sont les demandes d'adhésion à l'alliance qui continue de nous parvenir. À ce jour, je peux vous affirmer que nous avons dépassé la trentaine de partis et mouvements politiques. Je voudrais dire au bureau départemental de coordination de l'AND des collines et au bureau communaux de coordination AND de Glazoué, Sabé et Ouessé que nous installons officiellement ce jour, qu'ils ont une grande responsabilité. L'AND vient ainsi de poser un pas dans la 10e circonscription électorale. Aujourd'hui, c'est mercredi des Cendres, un rendez-vous qui intervient au lendemain du Mardi Gras et qui marque le début du carême chez les chrétiens catholiques. Une manière pour eux de se rapprocher de Jésus-Christ et de se détacher de toute impureté. Le père Ulrich Avonsou est le vicaire de la paroisse de Gbedegbe. Amandine Nanyambossou lui a demandé l'importance des cendres. Le vicaire en a profité pour évoquer aussi les comportements à adopter pendant cette période de purification. Pour nous, c'est le moment où l'homme, envers Dieu, retrouve son anéantissement, se constate que devant Dieu, il n'est que poussière et que seule la grâce de Dieu peut l'enlever de la poussière. C'est le geste communautaire qui invite toute la communauté à rentrer en carême, en marche vers Pâques, durant les 40 jours. Le chrétien catholique est appelé à 3 choses. D'abord à la prière pour entrer en relation avec son Dieu, à la pénitence pour demander vraiment le pardon
afin que la grâce de Dieu puisse lui être accordée à la charité. Ce qui veut dire que désormais, le chrétien est appelé à quitter l'indifférence pour porter son regard sur son frère, son prochain, pour l'aider aussi à quitter l'état de la souffrance. Pour moi, le sang représente une purification, un souvenir. Ça veut dire que nous voulons montrer au monde entier que nous sommes chrétiens et que nous avons été créés poussière et nous mourrons poussière. À mon égard, le comportement que j'aimerais avoir en ce temps de carême, c'est la charité, l'aumône, la prière et le partage, et surtout la conversion. En tant que chrétien, moi, je pense bien mobiliser des fonds pour soutenir ceux qui sont dans des difficultés, les soutenir dans la prière et dans l'aumône. Le prêtre nous a dit tout à l'heure que l'évangile d'ailleurs nous a dit que ce que ta main gauche fait, que ta main droite ignore. Donc c'est ce que je pense faire pendant ce temps de carême. Un souvenir dans ce journal, il y a 25 ans, les Béninois s'étaient retrouvés à l'hôtel PLM à Ledjo. Ils avaient pour défi de sortir le pays d'une impasse socio-économique. C'était la conférence nationale, une première dans la sous-région qui s'est tenue du 19 au 28 février 1990. À la veille de cet anniversaire, Alain Dossiovo nous replonge dans le contexte historique de ces assises. Ceux qui sont à l'extérieur peuvent jouer un rôle de calmeur de jeu pour que les délégués puissent encore réaliser davantage l'importance de leur tâche. Je crois que c'est une question de vie ou de mort pour notre nation. La République populaire du Bénin, gouvernée par le régime marxiste-léniniste, dirigée depuis 8 ans par le commandant Mathieu Kérékou, connaît à la fin des années 80 une situation économique et financière catastrophique. Une situation qui contraint l'État béninois à signer en juin 1989 avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, FMI, son premier programme d'ajustement structurel PASS. L'État se retrouve en banqueroute. Conséquence, le gouvernement n'est plus en mesure de faire face à certaines dépenses de souveraineté. Le président Mathieu Kérékou ne pouvait plus payer ni les salaires, ni les pensions de retraite et ni les bourses aux étudiants. Tous les secteurs vitaux de l'économie sont bloqués. L'administration publique répond à cette crise par des mouvements de grève illimités organisés par les étudiants et paralysant le pays tout entier. Face à la pression de la rue et celle des bailleurs de fonds, et convaincu de la nécessité d'un changement démocratique, le général Mathieu Kérékou annonce le 7 décembre 1989, à l'issue d'une réunion extraordinaire des plus hautes instances politiques, l'abandon du parti unique, l'idéologie politique, à savoir le marxisme-léninisme, et l'organisation dans les meilleurs délais d'une conférence nationale des forces vives de la nation. Conférence qui doit définir les fondements d'une nouvelle république. Avec les réformes que vous avez annoncées pour le premier trimestre de l'an prochain, est-ce qu'on va aller vers de nouvelles élections? Certainement, nous avions dit que la conférence nationale va nous faire des suggestions, des propositions concrètes. Et nous tiendrons compte de ces propositions pour élaborer la nouvelle constitution. Voyez-vous, nous n'avions consulté aucun pays pour faire la révolution, ni pour opter pour le socialisme scientifique. Nous n'avions pas besoin de consulter quelqu'un pour remettre tout en cause. Nous sommes libres. La conférence fut organisée par un comité préparatoire national présidé par Maître Robert Dossou et convoqué pour s'ouvrir le lundi 19 février 1990 à l'hôtel PLM à Ledjo de Cotonou sous la présidence de Monseigneur Isidore de Souza, archevêque de Cotonou. Produit d'un consensus national, cette conférence nationale reste aux yeux des observateurs un tournant décisif dans le processus de transition au Bénin. En une semaine, les 493 délégués de l'opposition et du pouvoir vont se mettre d'accord pour concevoir et élaborer les fondements d'un ordre nouveau. Comme grande décision issue des assises du PLM à Ledjo, la conférence suspend d'abord la constitution marxiste-léniniste de 1997 et confie à une commission de juristes le soin de rédiger une nouvelle constitution. Constitution qui sera soumise au référendum le 11 décembre 1990. Une loi fondamentale qui restreint les pouvoirs du président de la République. En effet, Mathieu Kérékou
est maintenu à son poste, mais perd la plupart de ses prérogatives et attributions, dont en particulier celle du ministère de la Défense. Puis, des institutions de transition sont mises en place, à savoir la création d'un poste de Premier ministre confié à l'administrateur des Finances, Nicéphore Dieudonné Soglo, et d'un organe législatif, le Haut Conseil de la République, ACR, présidé par Monseigneur Isidore de Souza. La conférence nationale a du 19 au 28 février 1990 pris des décisions importantes ayant une portée considérable sur l'avenir du pays. Ce fut la fin de 17 années du régime du général Mathieu Kérékou. Ce fut aussi le passage d'une économie centralisée vers une économie de marché, une économie libérée et une démocratie. La conférence des forces vives de la nation a par conséquent inauguré un nouveau régime et esquissé un nouveau système politique. Que reste-t-il aujourd'hui des acquis de la conférence nationale? Certes, on ne parle plus de problèmes de salaire, cependant, le regard de l'extérieur sur le Bénin n'est plus le même. Les enjeux sont d'abord de sauver la cohésion nationale et la paix sociale afin que la démocratie ne soit jamais mise à mal. C'était 25 ans en arrière. Retour dans le présent. Quel avenir pour le partenariat entre la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et le Fonds des Nations Unies pour la population FNUAP? La question a été évoquée au cours d'une audience hier. L'audience a également porté sur plusieurs autres sujets. La formalisation de Radio Univers de l'Université d'Abomey-Calavi et la présentation du projet Waxi Bénin contre la criminalité transfrontalière organisée. Écoutons les différentes personnalités reçues au micro de Florine Zunji. Le Fonds des Nations Unies pour la population au Bénin a un nouveau représentant. Il s'appelle Dr Koudaogo Ouedraogo. Et dans le mandat diplomatique, le représentant résident du UNFPA se fait le devoir de rendre des visites de courtoisie et des visites de travail au niveau des institutions de la République. Nous avons présenté UNFPA, nous avons présenté le mandat de UNFPA et avec les conseillers de la HAC, nous avons envisagé des pistes de partenariat qui seront développées dans les jours et mois à venir. Avec le président et les conseillers, nous avons échangé sur ce qui a lieu de faire par rapport à la fréquence qu'utilise actuellement Radio Univers, puisque ce n'est pas une fréquence officielle. Et donc les conseillers ont quand même montré tout leur intérêt à nous accompagner pour la formalisation, pour que Radio Univers puisse disposer d'une fréquence, mais également par rapport à la chaîne de télévision que nous voulons mettre en place. Les conseillers et le président se sont montrés ouverts. Et évidemment, ils nous ont conseillé de produire un dossier en bonne et due forme. Le FONAC a entretenu les hauts conseillers, le président et les membres du bureau de la HAC sur un projet important qu'il a initié et qui concerne la criminalité transnationale organisée. Nous avons reçu leur conseil sur l'exécution de ce projet qui va durer 5 ans. Nous touchons toutes les institutions de la République dont fait partie la HAC afin de pouvoir travailler à sensibiliser les populations, à faire comprendre aux jeunes, aux femmes et aux organisations de la société civile la nécessité de travailler pour que cette criminalité transnationale organisée puisse reculer. Mais principalement, la presse sera un partenaire privilégié pour l'exécution de ce projet. Comment améliorer la santé de la reproduction du nouveau-né et de l'enfant? En réponse à cette question, le ministère de la Santé a élaboré un programme qui vise à combattre les causes de la mortalité maternelle, néonatale et infantile au Bénin. Modeste Akossetan, par la voix de Alain Dossiovo, nous relate ici la cérémonie de lancement du programme. C'est un programme d'action que le gouvernement offre aux structures sanitaires pour réduire la mortalité maternelle et infantile au Bénin. Financé par l'USAID, ce programme vise à accroître la qualité des services dans le secteur sanitaire public et privé.
Nous restons déterminés à soutenir le gouvernement de Bénin dans ses efforts pour assurer la disponibilité des services du pays à tous les Béninois. Pour les représentants du gouvernement, le Bénin a fait des progrès remarquables dans ce domaine. Ce projet vient vraiment à point nommé. Nous sommes à 300 jours de point que nous devons faire des OMD. Et vous savez que notre pays a été cité parmi les 9 pays en Afrique qui peuvent atteindre 5 OMD sur 8. À cet effet, mesdames et messieurs, les acteurs du terrain, à quelque niveau que ce soit, je voudrais vous exhorter à utiliser de façon judicieuse les ressources qui seront mises à votre disposition par le gouvernement américain à travers le projet ANCRE. Ce programme prend en compte plusieurs zones sanitaires au Bénin. Il est conçu pour durer 4 ans et couvre la période allant de 2014 à 2018. Fin de ce journal, mais pour le reste de la soirée, la Nationale vous promet un documentaire à 21h, le vrai visage de l'UAC. À 21h30, le magazine Mercredi des médias. À 22h, vous serez à Abidjan grâce au documentaire Abidjan, la cité émergente. Puis à 23h30, Héloïse Winato vous donne rendez-vous pour le journal du soir. Retrouvez déjà cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre aimable attention.